Même si c'est la 20e prise de cette vidéo, même si sur les premières vidéos je prenais déjà du plaisir à les faire, sachez que je prends de plus en plus de plaisir à faire ces vidéos. Merci de me suivre. Le message de celle-ci, il est très simple. Déculpabilisez du fait que vous vous réveillez pendant la nuit. Déculpabilisez du fait que vous vous réveillez pendant la nuit. Le fait de se réveiller est normal, je vais passer les prochaines minutes à expliquer pourquoi. Mais le fait d'angoisser sur les performances du lendemain, il est lié à notre société 7 sur 7, 24 sur 24, productiviste. On a déjà, avant de parler du gros réveil qui angoisse, parlons du besoin de sécurité qui est lié au réveil. En gros, on a entre 20 et 30 réveils pendant notre nuit qui sont inconscients et qui répondent à ce besoin de sécurité. Parce que quand on dort, on est vulnérable. Par exemple, dans notre ADN, c'est ancré vis-à-vis des prédateurs. Pour illustrer ça, ce besoin de sécurité qui est lié au réveil, parlons de l'effet première nuit que vous avez déjà expérimenté quand vous avez pris une chambre d'hôtel à 200 francs, 200 euros, que vous dormez chez un ami, que vous dormez chez une personne que vous connaissez peu ou pas du tout, je ne vous juge pas, et que vous dormez moins bien. Pourquoi? Parce qu'on aurait un hémisphère gauche et droit, bon là on est d'accord là-dessus, et que par contre l'hémisphère gauche, que vous voyez ici à droite, serait plus analytique et l'hémisphère droit serait plus émotionnel. Cet hémisphère gauche qui est plus analytique, il est plus en alerte quand on dort pour la première fois dans un environnement qu'on ne connaît pas. Ok, là on a parlé de la sécurité. Maintenant, qu'en est-il du vrai réveil que vous pouvez connaître et qui angoisse? Le réveil où vous vous énervez. Ce réveil est normal en fait, pas l'angoisse. Historiquement, on aurait un sommeil plutôt biphasique. C'est le professeur d'histoire américain Roger E. Kirsch qui en parle bien, qui a étudié en fait les populations et civilisations avant l'avènement de l'éclairage artificiel, 1879, Thomas Edison qui invente ou découvre l'ampoule à incandescence. Je ne sais pas trop si c'est peut-être qu'il aurait piqué tous les plans à Nikola Tesla, mais on ne va pas rentrer dans le débat. Avant cet avènement-là, les gens déjà dormaient plus tôt. Okay, les gens, ils voyaient le soleil qui se couchait, ils allaient économiser leur cire de bougie, économiser leur méthode de chauffage, parce que le lit et même la paille, c'était plus chaud. Et donc ils économisaient leur bûche et ils allaient dormir. En fait, ils allaient se coucher. C'était même un acte communautaire. Le fait de même d'inviter des amis et c'est par exemple en Angleterre, ça s'appelle le bedfellow, et de discuter calmement dans l'obscurité, contrairement à aujourd'hui, pendant 1 ou 2 heures avant de s'endormir paisiblement. Ils s'endormaient, et là ils avaient entre 2 et 3 cycles du sommeil. Un cycle du sommeil, vous l'avez déjà vu dans une autre de mes vidéos, c'est sommeil lent plus sommeil paradoxal. Je rappelle les 3 états de vigilance: l'éveil, sommeil lent, sommeil paradoxal. Sommeil lent, on a le stade 1, c'est l'endormissement. Ensuite, le stade 2, c'est le sommeil lent léger. Ensuite, le sommeil lent profond, c'est le stade 3, c'est celui qui est le plus récupérateur. Et ensuite, on a le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, c'est là où on a les rêves les plus riches. Et le mouvement des yeux. Et l'atonie musculaire, donc la paralysie des muscles pour nous éviter de vivre nos rêves. Ok, ça c'est un cycle du sommeil, environ 90 minutes. Ces gens-là, nos ancêtres, ils dormaient 2 à 3 cycles du sommeil, donc environ 4 heures, et ils se réveillaient calmement, sans angoisse sur les performances du lendemain. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? En fait, bon, ça dépendait des civilisations. Par exemple, les Grecs et les Romains, ils allaient carrément visiter leurs voisins. Sinon, ce qui a été accepté par la plupart des médecins de nos ancêtres, c'est que le fait de se réveiller, à ce moment-là, était une période très propice à la conception, au fait de faire l'amour et de concevoir des enfants, parce que ça faisait quelques heures qu'on s'était reposé. Donc là, on était au taquet. C'était aussi utile tout simplement pour lire, pour faire des activités tranquilles pendant 1 à 2 heures, et ensuite, y retourner au lit, y retourner dormir pour ce qui s'appelle le sommeil du matin. On est d'accord que c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, la phrase importante c'est ça, c'est aujourd'hui on attend de nous un sommeil monophasique, alors que dans notre ADN, on va dire les indices nous disent que notre ADN n'a pas encore évolué là-dessus. Même si je vous ai déjà parlé des mitochondries, de l'ADN des mitochondries,
avec un turnover plus rapide qui permet d'avoir une évolution plus rapide qu'avec l'ADN nucléaire qui est dans le noyau des cellules. Mais bon, disons que les mitochondries n'ont pas encore trop marché là-dessus, et on aurait, je vais vous expliquer pourquoi. Alors c'est pas moi qui donne ces infos-là, d'accord, c'est des experts, moi je fais que transmettre. Voilà, on n'aurait pas évolué là-dessus. Donc, avant de parler du sommeil monophasique, parlons d'une espèce de merle. Les merles, les oiseaux, Turdus merulus, truc comme ça, je l'écrirai. Ils ont été étudiés. En fait, deux populations différentes de cette même espèce ont été étudiées. L'une habite en forêt, l'autre habite en ville. Celle qui habite en ville, elle a évolué. Ses habitudes de sommeil ont évolué. Ils se réveillent plus tôt et ils se couchent plus tard parce qu'ils habitent en ville et on est d'accord qu'il y a de la lumière partout tout le temps et qu'on bouge et tout, nous, humains que nous sommes. Donc, habitudes de sommeil qui ont changé dans leur ADN en fait d'une certaine façon. Et nous, est-ce qu'on aurait changé? Donc là, premier élément de réponse, Thomas Ver du National Institute of Mental Health aux États-Unis, je ne sais plus de quelle ville. Il a fait une expérience, tout simplement, il a mis plein de gens à dormir. Il leur a donné 14 heures d'obscurité sur 24 heures, donc ce qui représente à peu près ce qu'on avait avant, par exemple au Moyen-Âge. Alors déjà, ce qu'il a remarqué sur les 2-3 premières semaines, en tout cas la première, c'est les gens rattrapent une dette de sommeil énorme. Ils dormaient 11 heures par nuit. Petit aparté, mais là, si vous aviez l'occasion parfaite pour vraiment dormir, sur plusieurs jours, en fait, pendant 2 semaines, vous pourriez dormir 2 heures par nuit de plus. Ok, les gens ont rattrapé leur dette de sommeil. Et ce qu'il a remarqué à la 4e semaine, c'est que les gens dormaient environ 8 heures, et ils avaient ce sommeil fragmenté. Ce sommeil coupé en deux, ce sommeil biphasique. Ils revenaient à leur état naturel. C'est quoi la phrase? Chasser le naturel, il revient au galop. Voilà. Il est revenu à la 4e semaine. Et donc, on aurait un sommeil toujours biphasique, mais dans une société qui nous demande un sommeil monophasique. Allons plus loin dans le message de cette vidéo. Premièrement, se déculpabiliser du fait de se réveiller pendant la nuit. Personnellement, ça change ma nuit parce que moi, ça m'arrive de me réveiller, par exemple, pour aller aux toilettes. Et c'est vrai que le fait d'être tranquille en se disant « Ok, c'est naturel », ça permet vraiment de ne pas rentrer dans un cercle vicieux où là, on est dans l'angoisse et puis du coup, après, on se dit qu'on va pas être bon demain. Et ensuite, on met encore plus de temps à se rendormir. Et on a un sommeil encore moins bon même. Donc voilà, déjà, mental, déculpabiliser, baisser l'anxiété, être calme. Deuxième truc, avant, quand ils se réveillaient, ils n'avaient pas les lumières artificielles qu'on a aujourd'hui. Donc deuxième truc, prendre soin de sa sécrétion de la mélatonine quand on se réveille. Rester dans le noir, ou alors rester dans le noir ou dans une luminosité très légère, pas avec une lampe LED qui vous éclaire la rétine. Troisième message que je voulais donner, tout simplement de faire comprendre, même si j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, que votre nuit, la qualité de votre nuit, elle se joue en grande partie sur comment vous vivez votre journée précédente, et même vos 2-3 journées d'avant, mais parlons juste de la journée précédente. J'en ai parlé, j'ai donné les conseils les plus pertinents d'après la science, d'après les experts en rythme circadien. J'ai déjà fait tout ça dans une vidéo non répertoriée, qui est juste pour certaines personnes. Mais je vais quand même, donc là je ne vais pas expliquer tous les conseils, je vais juste les donner. Premier conseil, première chose à faire si vous y arrivez, et c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre rythme circadien en journée, c'est voir le lever de soleil et voir le coucher de soleil. Vraiment les contempler, même sans lunettes. Premier truc. Deuxième truc, là vous pouvez le faire même si vous vous levez après le lever de soleil. En anglais ça s'appelle le sun gazing et le sky gazing. C'est quoi? C'est tout simplement, en fait c'est un truc que j'ai découvert personnellement sur moi-même avant d'en entendre parler. C'est de changer, moi littéralement je change l'inclinaison de mon corps, je me mets à 180 degrés, donc dehors, et c'est beaucoup mieux que les panneaux infrarouges ou les LED et tout, et vous regardez le ciel, vous regardez le soleil, sans vous brûler les yeux, ok? Tout excès est mauvais pour la santé. Mais vous regardez le ciel, même s'il y a des nuages, même s'il fait froid, même si c'est l'hiver, et c'est incroyable le changement que ça fait sur votre journée au niveau sérotoninergique, dopaminergique, au niveau de la concentration, de l'humeur, moins d'anxiété, etc. Donc
Là, à ce moment-là, quand vous faites ça, vous êtes en train de signaler vraiment à votre rétine et donc à votre cerveau que c'est le début de la journée. Vous êtes en train de mettre en place le timer pour que dans 12-16 heures, vous allez avoir le début de votre sécrétion de mélatonine et vous allez avoir une bonne nuit. Donc ça, c'est le sun... Enfin bref, vous contemplez le soleil, vous contemplez... Alors, sans vous brûler les yeux encore, et vous contemplez le ciel. Et le troisième conseil, c'est de ne pas porter de lunettes anti-lumière bleue pendant la journée. Ne portez pas de lunettes anti-lumière bleue pendant la journée. Parce que, vous l'avez déjà vu sur d'autres vidéos de ma chaîne, elle bloque sous 410 nanomètres, ce qui veut dire qu'en fait elle bloque les ultraviolets, elle bloque une petite partie de la lumière bleue, sans même être efficace sur la lumière des écrans, la lumière des LED et tout. Et les UV sont déjà, en fait, la science ne sait même pas encore à quel point, et moi non plus je ne sais pas encore à quel point les UV sont importants pour notre rythme circadien, mais clairement les preuves sont là. Elles sont importantes pour plein de processus physico-chimiques, même synthèse de vitamine D par exemple, qui se passe dans notre corps. Les UV sont hyper importants. On a deux grandes interfaces avec la lumière, que sont la peau et les yeux. Les yeux sont plus sensibles que la peau, on est d'accord. Quand on conduit, on peut être ébloui au niveau des yeux, puis on a pas mal à la peau. Mais la peau reste très importante. Donc voilà, pas de lunettes anti-lumière pendant la journée. Par contre, une fois que l'éclairage artificiel moderne est éclairé vraiment fortement après le coucher du soleil, là clairement, lunettes anti-lumière bleue importantes. Pour votre sécrétion de mélatonine, la restaurer naturellement, en tout cas la restaurer en grande partie, pour la santé de vos mitochondries, pour baisser votre anxiété, pour améliorer votre humeur, pour améliorer vos performances du lendemain, vos performances cognitives et physiques. Voilà, fin de la vidéo, merci.